Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal à la une de l'actualité toulousaine de ce mercredi 28 mai. Le musée Soulages à Rodez. Pierre Soulages, peintre contemporain de notoriété internationale, est né à Rodez en 1919. Un musée dédié à l'artiste voit le jour dans sa ville natale. Le peintre de l'Outre-Noir nous a accordé un entretien à voir dans quelques instants. Séance plénière d'eurodéputés en herbe cet après-midi à Tournefeuille. Plus de 700 élèves se sont prêtés à l'exercice de la vraie vie politique avec sérieux, vous verrez. Enfin, coup de projecteur sur le festival Alors Chante à Montauban. À 2 jours de l'inauguration officielle du musée Soulages à Rodez, avec peut-être, mais ça n'est pas confirmé, la venue du président François Hollande, visite de presse ce matin. Le musée Soulages, c'est plus de 500 œuvres du peintre, des peintures, mais aussi des toiles sur papier, des lithographies, des eaux fortes. Et puis, à partir de cet été, une exposition sur le fameux Outre-Noir à travers 23 œuvres qui seront prêtées par de grands musées européens. Pierre Soulages était là en personne ce matin. Il a accordé un long entretien à Greg Lamazer et Philippe Guyonnet. C'est le grand format de cette édition. Est-ce que les toiles qui sont ici, c'est vous qui les avez faites ou c'est elles qui vous ont faites? Ah mais c'est les deux. Enfin c'est moi qui les ai faites. Les toiles qui sont ici, vous savez, ce sont des toiles qui sont prêtées par les musées européens. Ouais. Il n'y a aucune toile prêtée par moi. Ouais. Ce sont des musées européens. Ce qui est amusant d'ailleurs. On parle de l'Europe ces temps-ci. En effet, et vous qui avez connu des périodes de la résistance, oui. Est-ce que la politique vous intéresse? Est-ce que l'issue des élections... Non, moi j'ai des réactions sur le moment, mais je n'ai jamais fait de politique. Ouais. Pas plus que d'ailleurs, je ne me suis jamais trouvé dans un groupe artistique ayant des théories. Oui. Vous êtes contre les théories, vous êtes pour la liberté alors peut-être? Absolument, oui. Les théories sont toujours des carcans. Ouais. Et déjà même un parti politique, pour moi c'est un carcan, parce que ça vous oblige à penser comme le parti. Et les théoriciens d'art, les critiques d'art aussi imposent des carcans? Les critiques d'art c'est une chose, les historiens de l'art, pour moi c'est pas négligeable, c'est très, très important. Maintenant, les théoriciens de l'art, ça je me méfie. Vous avez beaucoup parlé du mystère du geste et du désir de peindre. Oui. Vous l'avez ramené d'ailleurs à l'art rupestre. C'est une grotte ici pour vous ou Ah non, mais enfin c'est... ici on voit ce qui a été choisi par des musées européens. Moi en tout cas je remarque une chose, c'est que la peinture est toujours vivante. Oui. Et ça m'étonnerait d'ailleurs qu'elle s'arrête, puisque les enfants de toutes les cultures, de toutes les religions, de tous les coins du monde peignent, naturellement. Je crois que c'est le propre de l'homme, puisque nous connaissons des œuvres d'il y a 360 siècles, et avec Chauvet. Et il faut toujours penser à ça. Mais le départ de ce musée, ça a été d'abord ça a été d'abord une proposition du maire de l'époque, Marc Fancy. Et j'ai refusé, dans un premier temps. Puis finalement, je me suis aperçu que je ne pouvais pas faire autrement que d'accepter. Et c'est à ce moment-là que j'ai demandé qu'il y ait 500 mètres carrés ouverts à des expositions temporaires importantes. Et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai accepté que ce musée porte mon nom. Et que ce musée soit ici, sur votre terre natale? Ma terre natale, elle est double. Je suis né à Rodez, mais je suis né aussi dans la peinture. Et ça, là, elle est moins localisée, celle-ci. Alors comment vous êtes venu au noir, Pierre Soulages? Je ne suis pas venu au noir, il a toujours été avec moi, enfant. Je préférais l'encrier aux couleurs. Dans toute l'histoire de la peinture, le noir a été considéré comme une couleur de lumière. Mais c'est en général par contraste. Et c'est ce que j'ai fait de mon côté aussi, jusqu'en 1979. Ce qui était important, c'était le noir est une couleur très puissante, très active, culturellement. Il faut tordre le cou à toutes les symboliques sociales du noir. Vous les connaissez, pas la peine d'en parler.
Dans le reste de l'actualité toulousaine, mobilisation citoyenne suite aux résultats des européennes dimanche dernier. Une grande marche sera organisée demain, jeudi 29 mai à Toulouse, comme dans d'autres grandes villes de France. À l'initiative de cette mobilisation, un lycéen marseillais qui a déclaré sur les réseaux sociaux vouloir, je cite, protester contre les résultats du Front National. À Toulouse, 4 organisations se sont greffées au mouvement, l'UNEL, Oser le féminisme, l'Union des étudiants communistes et puis l'UNEF. On écoute justement son président au micro de Marlène Canal. C'est un rassemblement qui est parti un petit peu donc de manière spontanée sur Internet et sur les réseaux sociaux, qui est partie de la jeunesse, et donc elle se rassemble pour donc protester contre en gros l'idéologie de l'extrême droite et donc les idées qui sont véhiculées, qui ne correspondent pas du coup aux aspirations de la jeunesse aujourd'hui. Quand on voit que du coup c'est des positions quand même contre par exemple l'avortement, contre le droit à l'égalité pour tous, et des propos qui sont assez choquants, comme par exemple dire qu'aujourd'hui une épidémie serait la solution de l'immigration en France. Ce n'est pas des choses qui correspondent du coup à cette jeunesse, et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui elle se mobilise et que naissent des rassemblements du coup un petit peu partout en France, dans les grandes villes, de manière spontanée. Les jeunes ils se sont massivement abstenus pour ces élections. Il y a 50% des moins de 25 ans qui sont abstenus, et donc du coup ce qu'on observe, c'est que en effet il y a une partie du coup des jeunes qui ont voté Front National, mais vu la mobilisation qui se fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux et la protestation qui est en train de naître, je pense que ça n'est plus d'un malaise de la part de la jeunesse. Voilà, le rassemblement pour la marche citoyenne démarra à 11h, place du Capitole. 1700 personnes se seraient déjà inscrites. Avant de refermer cette page politique, un rappel, le second tour des législatives partielles sur la 3e circonscription à Toulouse, c'est ce dimanche. Laurence Harribagé, la candidate UMP, est arrivée largement en tête au premier tour dimanche dernier. Elle devance de plus de 20 points le candidat socialiste Laurent Méric, qui sera donc son adversaire au second tour dimanche 1er juin. Séance plénière d'eurodéputés en herbe cet après-midi à Tournefeuille. Plus de 700 élèves du primaire, collège et lycée ont ainsi participé à l'expérience du Parlement européen. Les jeunes députés ont siégé en commission, discuté et mis au vote différentes directives, comme dans la vraie vie politique, au menu culture et éducation, affaires étrangères ou encore santé et sécurité alimentaire. Valentin Couder et Marianne Ribaud ont assisté à cette séance inédite. Regardez. À 14h30, l'hymne européen résonne dans le phare de Tournefeuille qui est devenu, le temps d'une journée, le Parlement de Strasbourg. Les élèves de 28 classes de la ville découvrent, grâce à ce projet, le fonctionnement de cette institution complexe. J'ai bien été intéressé par ce projet parce que ça nous a permis de travailler un peu sur l'Europe, de voir plus ce que c'était, parce qu'on en entendait beaucoup parler, on ne savait pas vraiment ce que c'était. Sur les députés aussi, sur à quoi ils servaient, pourquoi on les élisait. Ces 28 classes représentent chacune un pays de l'Union européenne. Il y a le consul de Bulgarie qui est venu dans notre classe et donc il nous a présenté le pays de la Bulgarie. Donc il nous a appris ses racines. L'objectif pour les organisateurs, faire des élèves de futurs euro-responsables. Notre souhait, c'était que les enfants apprennent à connaître l'Europe. Dans l'école de la République, on essaye d'être le plus neutre possible pour que les enfants la connaissent telle qu'elle doit être, en connaissent les textes, en connaissent le fonctionnement, en connaissent les institutions et après puissent être citoyens, et on les a incités à être citoyens en élisant celui ou celle qui va aller à Strasbourg. Donc ils ont fait campagne, ils ont voté avec une carte d'électeur, signé le registre, ça a été le complet. Projet de loi, débat et vote à main levée s'enchaînent au rythme des sujets. Éducation, affaires étrangères, droits des femmes, autant de thèmes abordés comme dans une vraie séance au Parlement. Le 2 juillet prochain, 15 élèves tirés au sort iront à Strasbourg pour rencontrer les nouveaux eurodéputés.
Les chantiers de l'Université du Mirail se poursuivent. Le campus, vous le savez, est en pleine métamorphose après la construction des UFR langues, littérature et civilisations étrangères. Gros plan aujourd'hui sur la réhabilitation de l'UFR psychologie et la création du nouveau pavillon de la recherche. Coût total de la reconstruction du campus, 350 millions d'euros, soutenu à hauteur de 73 millions d'euros par la région. La visite cet après-midi a été menée en grande pompe avec notamment le président de région Martin Malvy, Jean-Michel Minovès, le président de l'Université Toulouse Jean Jaurès, et puis Nadia Pelfig, vice-présidente de la région en charge de l'enseignement supérieur. On écoute justement Jean-Michel Minovès sur la rénovation de ce bâtiment UFR Psycho et 2 étudiants de l'université au micro de Gabriel Orillon. L'hiver, préfabriqué, fenêtres cassées, on prend des gants pour écrire, c'est pratique, on garde les manteaux. Ça se passe en amphi aussi, les amphis qui fuient, donc limite j'avais pensé à prendre des couvertures. Parce que 4 heures dans le froid, c'est un peu dur. Et je crois que le pire, ça a été un bout de plafond qui s'est effondré dans un amphi, en plein cours. Je me souviens en première année, le premier amphi que j'ai connu, avec une fuite au plafond qui interdisait par exemple au professeur de poser son ordinateur là où normalement c'était prévu. Ce sont des bâtiments en fait qui aujourd'hui n'ont absolument aucune isolation. Ni thermique, ni phonique, qui posent beaucoup de problèmes en matière de sécurité et dont les dimensions même ne sont absolument pas adaptées aux besoins actuels. Quant aux équipements pédagogiques, ce sont des équipements qui sont complètement dépassés. Donc demain, nous aurons justement non seulement une ergonomie de qualité, mais aussi des équipements adaptés à un enseignement et une recherche moderne. On ouvre une page nouvelle technologie à présent avec un focus sur la French Tech, un concept dévoilé par la ministre Fleur Pellerin il y a quelques semaines. La French Tech, c'est le nom qui désigne tous les acteurs de l'écosystème des startups françaises. Elle a pour principal objectif de favoriser l'émergence de ces startups au niveau mondial à l'occasion de la mêlée numérique 2014 qui s'est tenue hier et aujourd'hui à Toulouse. Gros plan sur ces sociétés toulousaines qui montrent, reportage signé Nathalie Wittezac et Daniel Sicard. La French Tech, c'est la France qui prend conscience que le numérique est important, le numérique est partout et donc il faut vraiment saisir le sujet, c'est formidable. La French Tech, c'est un grand mouvement de mobilisation collective pour la croissance et le rayonnement international des startups numériques françaises. Des avantages certains, comme nous l'explique cette jeune pousse toulousaine, créatrice d'une application de paiement entre particuliers par smartphone. D'abord sur l'écosystème local en fait, ça permet d'animer tout l'écosystème local sur la partie numérique, autour notamment de la cantine à Toulouse, et puis d'avoir aussi une visibilité internationale. Vous parliez tout à l'heure d'un nom anglo-saxon, on a aussi la possibilité d'aller du coup s'exporter à l'étranger. La French Tech, c'est promouvoir l'écosystème numérique de nos territoires pour développer l'emploi. La richesse finalement du territoire toulousain fait que sur l'aire urbaine toulousaine, le dossier French Tech est un dossier qui est particulièrement intéressant parce que justement il peut apporter cette richesse de déploiement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat sur le territoire. Une dizaine de métropoles sont prévues à être labellisées par French Tech. Toulouse serait une ville pionnière. L'ambition, effectivement, c'est que Toulouse soit une première métropole en France à être labellisée. C'est pourquoi, et c'est en ça que nous travaillons, nous allons déposer normalement un dossier courant juin pour une labellisation par un comité international à l'automne. Et il me semble important que Toulouse, qui est pionnier en matière d'innovation, en matière de numérique, quelque part en France, depuis des années et des années, c'est une reconnaissance qui soit labellisée parmi les premières en France. Toulouse Métropole, c'est environ 32 000 start-up, un chiffre qui augmente de 19% par an, preuve que cet écosystème du numérique riche et pluriel met en valeur le projet French Tech. Allez, on va prendre un peu de hauteur à présent. Petit tour dans l'espace avec la mission InSight qui partira en mars 2016, direction la planète Mars justement, pour y étudier de très près sa structure interne et ainsi déterminer si le cœur de cette planète est liquide ou bien solide. Le CNES contribue à la mission InSight en fournissant l'un des instruments clés SEIS, un sismomètre. Nous avons reçu aujourd'hui le chef de projet de l'instrument SEIS. On l'écoute. Il y a quelque chose qui s'est complètement bloqué dans l'histoire de Mars. Il y avait un champ magnétique, comme sur la Terre, qui nous protège du Soleil. Il a disparu. On le sait d'ailleurs, à peu près daté, la période où ce champ magnétique a disparu. Il y avait des volcans. Les volcans aujourd'hui sont figés, il n'y a plus qu'une seule plaque tectonique soudée. Il y avait de l'eau liquide, il n'y en a plus. Donc il y a un endroit dans l'histoire de Mars, alors qu'elle était semblable à la Terre, ouais. C'est sa petite sœur, elles sont nées ensemble. Elles ont la même histoire en fait, c'est ça ? Elles avaient certainement la même histoire au début, mais il y a un moment où tout semblerait s'être bloqué sur Mars.
La grande question qui nous reste aujourd'hui, est-ce que dans la période précédente, la vie a eu le temps de se développer comme sur la Terre et elle serait morte après ou disparue après, ou est-ce qu'elle reste sous forme microbienne? On n'a pas encore de réponse définitive. Mais pour pouvoir trouver une réponse, il manque une pièce du puzzle. Cette pièce du puzzle, c'est la structure interne de Mars, que ni Curiosity ni ses prédécesseurs n'étaient équipés pour mesurer. Il n'y a qu'une seule science qui peut mesurer ça, c'est la sismologie. Et donc il faut un sismomètre. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas certain qu'il y ait une activité sismique. Donc on va peut-être envoyer SAIS pour rien? C'est déjà une très grande découverte de l'envoyer pour rien. Savez-vous que la sismologie, c'est la science la plus importante? Les astronautes d'Apollo ont déposé systématiquement un sismomètre sur la Lune dès qu'ils sont arrivés. C'est grâce à ces mesures que 25 à 30 ans plus tard, on a enfin eu la certitude de la façon dont la Lune s'est formée. C'est une autre émission. Mais là, donc, on emmène ce sismomètre. On ne l'avait jamais fait sur Mars, car faire fonctionner un sismomètre sur Mars est beaucoup plus compliqué que sur la Lune. Voilà, Aerospace Mag à ne pas manquer à partir de vendredi 18h30 sur TLT. En bref, une info pratique, week-end de l'Ascension oblige. Sachez que demain jeudi, les commerces qui le souhaitent seront ouverts, comme lors d'un jeudi normal. En revanche, les services de la mairie seront fermés, ainsi que les services de la préfecture. Côté transport, eh bien, les lignes de bus et de tram fonctionneront comme un dimanche ou un jour férié. Enfin, les banques garderont porte close mais seront ouvertes samedi. Et puis une dernière info, en bref toujours, puisqu'on approche de l'été à grands pas, même si cela ne se ressent pas encore dehors. Sachez que l'édition Toulouse Plage 2014 se tiendra du 12 juillet au 24 août et à partir du 19 juillet sur la Prairie des Filtres. Une semaine de moins donc que les précédentes éditions. On referme ce journal comme on l'a ouvert avec une page culture, mais cette fois-ci on va parler chansons. La 29e édition du festival Alors Chante a démarré le 26 mai. Elle se poursuit jusqu'au dimanche 1er juin à Montauban. L'un des plus gros festivals de chansons francophones est en pleine mutation. Plus de styles musicaux et plus de découvertes cette année. Hier, Zaz a ouvert les festivités devant un public conquis. Jérôme Bollock. C'est une Zaz survitaminée que l'on a retrouvée hier soir sur la scène de Rythmie, Alors Chante. Et l'un des moments clés pour l'artiste, avant d'être une chanteuse reconnue en 2010, elle a fait partie des découvertes du festival. Quand je vois les progrès faits par cette gamine, disons que l'on a découvert il y a 5-6 ans à l'atelier d'Alors Chante, c'est vraiment formidable. Les scènes découvertes cette année prennent une toute autre dimension et se déroulent l'après-midi et le soir, avec près de 3 fois plus d'artistes que lors des précédentes éditions. Oui, 2 fois et demi, puisqu'on est à 28 découvertes au lieu de 12 groupes. C'est vraiment l'identité que l'on veut donner au festival Alors Chante, au niveau de la chanson francophone. Lui donner une identité très forte sur ces jeunes talents que l'on va découvrir. À Alors Chante, le jeune public a également droit de citer Mom en Zik, festival dans le festival, lui est consacré. Hier, Aldebert, artiste phare de cette scène, a fait carton plein. Un artiste qui plaît aussi beaucoup aux parents. Si je voyageais dans le temps, j'irais voir mes grands-parents. Quand ils mesuraient 3 pommes, tu n'étais que petit homme. L'idée, c'est de proposer un peu de lecture et d'essayer de proposer une chanson pour enfants qui soit pas infantilisante et qui soit un peu alternative à ce qui se fait et surtout à l'image qu'a la chanson pour enfants, parce que c'est vrai, moi quand on me demande ce que je fais comme boulot, je dis bah voilà, je fais de la chanson jeune public et les gens ils me voient déguisé en petit lapin en train de jouer du carillon et les enfants, et c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. C'est pas prendre les enfants pour des cons et ne pas non plus leur parler comme à des adultes, mais voilà, proposer quelque chose de généreux, de sincère et d'énergique, qui correspond au monde de l'enfance, avec beaucoup d'imaginaire et aussi avec des thèmes qui leur parlent. On parle d'école, on parle des parents, on parle aussi des problèmes et des choses qui peuvent être délicates dans l'enfance. C'est pas que youpi en fait l'enfance, quoi. Le cahier au feu, la maîtresse au milieu. Pour sa 29e édition, Alors Chante, tout en restant attaché à la chanson française, s'ouvre à d'autres cultures. La pop, le slam et le rap y seront plus présents, fruit de la nouvelle collaboration entre le festival et les producteurs toulousains et parisiens Bleu Citron et Astérios. Voilà.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information en direct sur TLT lundi 2 juin à 19 h. Excellent week-end à tous. Portez-vous bien.